Imaginez des secrets, parmi les plus sombres qui soient, cachés pendant des décennies. Et tout ça, pas dans un coffre-fort, mais noir sur blanc, dans des mémoires. L'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, elle s'étend sur plus de 50 ans. Elle traverse plusieurs continents et elle a été mise au jour, non pas par la police, mais par une découverte absolument glaçante, faite par un membre de la famille. Alors, comment est-ce possible ? Comment des soupçons au sein d'une même famille ont-ils pu lever le voile sur 55 ans de secret ? C'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette affaire. Et la réponse, eh bien, elle ne commence pas dans un commissariat, non, mais bien dans l'intimité d'une famille avec le doute. Le doute persistant d'un neveu envers son oncle. Tout bascule en octobre 2023. On a un homme, un neveu, qui est rongé par des doutes sur la vie de son oncle, un certain Jacques Leveugle, et il va prendre une décision, celle de mener sa propre petite enquête. Une décision qui, sans qu'il le sache encore, va absolument tout changer. Alors, comment ça se passe concrètement ? Il profite d'un moment où son oncle est parti en randonnée pour explorer sa chambre. Et là, il tombe sur plusieurs clés USB. Poussé par la curiosité, ou peut-être un pressentiment, on ne saura jamais, il décide de regarder ce qu'il y a dessus. Il y découvre des fichiers au titre plutôt anodin du genre mémoire. Mais ce qu'il va lire à l'intérieur, c'est ce qui va déclencher l'une des plus vastes enquêtes sur un prédateur en série que la France ait jamais connu. Et attention, on ne parle pas de quelques notes griffonnées sur un carnet, hein. Non, ce qu'il découvre, c'est une œuvre monumentale. 15 tomes, des tomes denses qui détaillent avec une précision chirurgicale des décennies de crimes présumés. D'ailleurs, une fois confronté par les enquêteurs, Jacques Leveugle le confirmera lui-même, non, rien de tout ça n'est de la fiction. C'est le journal de sa vie. 89. Ce chiffre fait froid dans le dos. C'est le nombre de mineurs, de jeunes, qui sont cités dans ses mémoires. Ça représente 89 victimes potentielles, dont certaines n'avaient que 13 ans au moment des faits. Et la chronologie de ses écrits, elle est juste vertigineuse. Ça commence en 1967 et ça va jusqu'en 2022, 55 ans. On parle d'une carrière criminelle présumée qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, de la fin des années 60 jusqu'à il y a à peine quelques années. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Au fil des pages, les enquêteurs tombent sur une autre confession, encore plus glaçante si c'est possible, le meurtre de 2 membres de sa propre famille. Sa mère, d'abord, en 1974, puis sa tante, en 1992. Toutes les deux étouffées avec un oreiller. Et sa justification ? Il aurait voulu, je cite, « abréger leur souffrance ». Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « mais qui est cet homme ? Qui est Jacques Leveugle ?» Et surtout, comment a-t-il pu agir pendant aussi longtemps, des décennies, sans jamais être inquiété ? Le profil de Jacques Leveugle, c'est un vrai paradoxe. D'un côté, on a l'image qu'il projetait, celle d'un homme intellectuel, cultivé, charismatique. Mais de l'autre, la réalité, c'est qu'il n'a jamais vraiment terminé ses études. Et ce manque de diplôme officiel, ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. Ça lui permettait de travailler dans des structures un peu moins formelles, vous voyez, comme des camps de vacances ou des associations, des endroits où il avait un accès direct et surtout non surveillé aux jeunes. Et son terrain de chasse, il ne s'est pas limité à la France, non, c'était le monde entier. L'Europe, bien sûr, avec la France, la Suisse, l'Allemagne, mais aussi l'Afrique avec le Maroc, l'Algérie, le Niger, l'Asie, l'Amérique du Sud et même l'Océanie. Pendant des décennies, il a voyagé, il s'est installé dans des communautés où son profil d'éducateur bénévole lui ouvrait absolument toutes les portes. Cette citation d'un ancien collègue en Nouvelle-Calédonie, elle résume parfaitement son mode opératoire. On l'appelait « pas Jacques », ce qui est un signe de respect là-bas. En gagnant la confiance des enfants et des parents, il devenait une figure centrale, une figure appréciée et donc quasiment intouchable. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Comment peut-on commettre de tels actes ? Et comment fait-on pour vivre avec soi-même après ça ? Eh bien, les mémoires de Leveugle nous donnent un aperçu terrifiant de sa psychologie et de la façon dont il justifiait tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'il se décrit, avec ses propres mots. Remarquez bien, il ne parle ni de crime, ni de perversion. Non, il parle d'une nature particulière. C'est une analyse qui se veut presque clinique, complètement froide, et qui montre une dissociation totale avec la gravité de ses actes. On ne trouve aucune trace de remords. En fait, il a carrément construit tout un système de pensée, tout un système intellectuel pour justifier ce qui est injustifiable. Il se définissait lui-même comme un pédéraste, un mot qu'il opposait très clairement à celui de pédophile, et pour légitimer ses abus, il allait jusqu'à invoquer des références à la Grèce antique ou à des écrivains comme André Gide. Une façon de se donner une sorte de quotient intellectuel.
Et voilà sa justification suprême, si on peut dire. Pour lui, ces actes n'étaient pas des crimes, non. C'était un parcours éducatif global. Il se voyait comme une sorte de mentor qui offrait un éveil à la sexualité. C'est une version des faits qu'il a maintenue jusqu'au bout, y compris face aux enquêteurs. Bon, revenons à la situation actuelle. Suite à toutes ces révélations, une enquête internationale a été lancée. Le but, faire enfin la lumière sur ces 55 années de silence. Mais on pourrait se poser la question, et c'est légitime, avec des mémoires aussi détaillées et des aveux, pourquoi lancer un grand appel à témoins international? Est-ce que les enquêteurs n'ont pas déjà tout ce qu'il leur faut? Eh bien, en réalité, pas du tout. Les mémoires, c'est juste un point de départ. Maintenant, le travail des enquêteurs, c'est de mettre de vrais noms sur les surnoms qu'il utilisait. C'est aussi de retrouver d'éventuelles victimes qui ne seraient même pas mentionnées dans ses écrits. Et puis, il y a cette question absolument cruciale, est-ce qu'il a agi seul pendant toutes ces années? Évidemment, l'enquête se heurte à un obstacle juridique majeur, la prescription. Ça veut dire que de nombreux faits, surtout les plus anciens, commis avant le milieu des années 90, ne pourront peut-être jamais être jugés. Mais les autorités le martèlent, et c'est très important, chaque témoignage, même s'il concerne des faits prescrits, reste essentiel pour reconstituer tout son parcours et pour comprendre la véritable ampleur de ses actes. Donc, on le voit bien, la découverte de ces mémoires, ça n'a pas du tout clos l'affaire. Bien au contraire, ça a ouvert la porte à une immense quête de vérité à l'échelle mondiale. C'est une histoire qui nous rappelle que le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il se cache derrière le masque respectable d'un éducateur. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Combien d'autres mémoires comme celle-ci dorment encore quelque part, attendant simplement d'être découvertes?